Bonjour, nom Baker, prénom Joséphine. Née américaine en 1906 à Saint-Louis, Missouri, morte française en 1975 à Paris. Origine espagnole, afro-américaine, amérindienne. Voilà la femme qui entrera au Panthéon le 30 novembre, magnifique symbole d'une France ouverte, accueillante, que Joséphine Baker avait choisi pour fuir le racisme aux États-Unis. J'avais peur d'être noire là-bas, disait-elle. Je me suis sentie libérée ici. Elle donnait ainsi raison à Fernand Braudel, un Français, écrivait-il. Ce n'est pas seulement un homme né en France, c'est un homme né de la France, qui a appris d'elle à regarder toujours plus haut, à vouloir toujours plus de lumière, toujours plus de raison, toujours plus de fraternité. Toujours plus haut, Joséphine Baker a été longtemps en haut de l'affiche. Toujours plus de lumière, Joséphine Baker a sillonné le monde en magnifique ambassadrice de la France. Toujours plus de raison, Joséphine Baker a choisi avec quel courage les rangs de la résistance française contre l'occupant nazi, a préféré De Gaulle à Pétain. Toujours plus de fraternité, Joséphine Baker, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, en a adopté 12 de toutes origines, couleurs et religions. Cette fratrie, cette tribu arc-en-ciel, pour reprendre le mot de Joséphine Baker, est la plus belle des réponses à ceux qui ont une vision si étriquée de l'identité française. RCJ a décidé de s'associer à cet hommage en invitant des personnalités arc-en-ciel également. L'un des fils de Joséphine Baker, Brian Bouillant Baker, auteur d'un livre sur sa mère, l'universelle. Laurent Kupferman, à l'origine de la pétition « Oser Joséphine Baker au Panthéon ». Rachel Kahn, autrice de l'essai remarqué, racé. Abdoulaye Kanté, policier, auteur d'un livre à paraître, policier et enfant de la République. Enfin, Catherine Cockry-Vidrovitch, historienne, autrice, c'est son dernier ouvrage, du choix de l'Afrique. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Laurent Kupferman, merci d'être là. Bonjour Paul Amar. Vous êtes à l'origine de la pétition pour l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. On attend d'établir la liaison avec l'un des fils, l'un des enfants de Joséphine Baker, Brian Bouillant Baker, et donc on espère avoir cette liaison. Avant de vous écouter l'un et l'autre, retour sur le parcours hors norme d'une petite américaine devenue française qui a conquis la France et le monde, Églantine Delalleux. Freda Joséphine McDonald voit le jour en 1906 dans le Missouri. Venant d'une famille afro-américaine très pauvre, la jeune fille alterne entre l'école et les ménages pour de riches familles. Elle se marie à seulement 13 ans, mais passionnée de danse, Joséphine Baker quitte son mari pour tenter sa chance à New York. Et là, à New York, une productrice la remarque et lui conseille de partir pour Paris. Elle arrive dans la capitale à 19 ans et devient la vedette de la revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Vêtue d'un simple pagne, elle danse le charleston au rythme des tambours. Joséphine Baker devient ensuite meneuse de revue aux Folies Bergères, vêtue d'une ceinture de banane et accompagnée d'une panthère. Elle fait salle comble et séduit à travers sa folie sur scène et son côté libre et libéré. Mais voilà, une chanson dit tout d'elle et c'est une chanson qui devient culte. On l'a même en tête. Enfin, oui, tout le monde la connaît. Sa première chanson, J'ai deux amours, interprétée pour la première fois au Casino de Paris en 1930, va la transformer en vedette. Je voudrais vous chanter maintenant. J'ai deux amours. J'ai deux amours. Mon pays et Paris, Peu de temps avant la guerre, elle acquiert la nationalité française après son mariage avec le courtier Jean Lion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance et devient un agent du contre-espionnage français. Elle transmet à Londres des rapports rédigés à l'encre invisible dans ses partitions. Après la libération, elle obtiendra la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Je faisais de la résistance parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheur. Joséphine Baker deviendra aussi une militante des droits civiques pour les Noirs américains. Pour prouver qu'il n'y a qu'une race humaine, elle adoptera 12 enfants de différentes origines avec son mari Jo Bouillon, sa tribu Arc-en-Ciel. Elle meurt en 1975 après 50 ans de scène. Elle affirmera « C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. » Merci Églantine. Là, c'est vous qui êtes là à l'origine de cette pétition
en vous inspirant d'une chanson d'un artiste que moi j'adorais, Bachung, Oui. Osez Joséphine. Oui, enfin, c'est moi. Vous savez, c'est un ensemble. On réussit jamais tout seul, c'est toujours une équipe. Le premier à qui il faut rendre hommage, c'est Régis Debray. Parce que c'est lui qui a eu l'idée en 2013, dans un article dans Le Monde. Il a proposé au président Hollande d'ajouter Joséphine Baker au quatuor de Pierre Brossolette, Jean Zay, Geneviève Antonios de Gaulle et Germaine Tillion. Ça n'a pas fonctionné, mais moi j'avais trouvé l'idée tellement extraordinaire que j'ai pris contact avec Régis Debray. Je lui ai demandé l'autorisation morale de le faire. Il m'a autorisé et nous avons fait cette pétition, Osez Joséphine. Mais j'étais pas seul. Il y avait Pascal alors pas Horry. seul parce que les réseaux sociaux vous ont aidé. Parce que vous avez Alors, les recueilli réseaux énormément de signatures. Et il y a eu beaucoup de signatures. Et puis, en parlant de réseaux sociaux, ce qui a été très émouvant, c'est lorsque le président de la République, là on avance un peu dans le process, mais lorsque le président de la République nous a reçus, l'actuel Emmanuel Macron nous a reçus, et il nous a demandé d'expliquer un par un les raisons pour lesquelles nous pensions que Joséphine Baker avait sa place au Panthéon. Il nous a dit oui. Vous imaginez que... Il nous a regardé l'une et l'autre, et en disant, eh bien, c'est oui. Alors, Brian Bouillon-Baker, vous avez retrouvé votre voix, en tout cas, je l'espère, parce qu'elle vous est utile. Vous écrivez dans ce livre que vous avez produit pour parler de votre maman, Maman, en parlant du Panthéon, jamais tu n'aurais osé le réclamer. Non, vous m'entendez là mieux? Oui, tout à fait. Allez-y. Non, ma mère n'aurait jamais osé demander ou réclamer la panthéonisation. D'ailleurs, la famille non plus, car ça n'était pas notre rôle. Par contre, de rejoindre le collectif de Laurent Kupferman, ça, oui. Tout à fait. Alors, vous êtes l'un des 12 enfants adoptés par Joséphine Baker. Quel souvenir avez-vous de cette enfance, pour reprendre le mot de Joséphine, arc-en-ciel, dans le château des Milandes? Eh bien, des souvenirs joyeux, heureux, très animés, des souvenirs d'une colonie de vacances permanente, d'une petite ONU familiale, avec ma mère siégeant au bout de la table de la cuisine, après avoir préparé des spaghettis à la bolognaise, son plat favori, en fait, et tout cela dans une ambiance, je dirais, elle était comme une maman italienne avec sa grande famille. Voilà, et vous parlez-elle de son amour pour la France, de cette adhésion à la France? Églantine nous disait à l'instant que votre mère Joséphine avait dit « Je garderai pour la France une reconnaissance éternelle ». Vous en parlez-elle? Elle nous en a parlé quand on était adolescents, pas enfants. Elle nous a parlé de la LICRA, donc la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, où elle s'était engagée avant-guerre, quand il y avait déjà la montée du fascisme et de l'antisémitisme en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Et ensuite de ces combats avec les résistants gaullistes et communistes réunis face à la barbarie nazie. Et elle a eu un courage inouï en entrant dans la résistance, parce qu'il y a énormément d'artistes qui restaient neutres, voilà, s'abritant derrière cette neutralité artistique, ou qui ont collaboré. Donc chapeau, voilà, chapeau Joséphine Baker d'avoir été aussi courageuse à cette époque. Monsieur Amar, je vous coupe parce que justement dimanche à 13h15, dans l'émission de monsieur Laurent Delahousse, le 13-15, il y aura un portrait croisé de ma mère et de mademoiselle Coco Chanel durant l'occupation, qui ont eu des positions totalement opposées. Il faut savoir que Gabrielle Chanel s'est engagée avec les nazis. Eh ben, c'est excellente initiative. Voilà, dans le contexte actuel, Laurent Kupferman, ça fait plaisir de voir cette histoire-là
revisité, mais dans le bon sens. Oui, ça fait plaisir. Et comme le souligne Brian, très justement, ce qu'a fait Joséphine Baker, bien sûr, vous en avez parlé pendant la Résistance, c'est remarquable. Je veux juste souligner deux choses. En 1937, elle épouse Jean-Léon Lévy, qui est un sucrier, le fondateur de la Pique qui chante. Tout à fait. C'est pas tout à fait à la mode d'épouser un juif en 37. Vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qui a été simple des deux côtés d'ailleurs. Faut dire les choses. Et eh bien, elle le fait. Joséphine Baker, elle est comme ça. Elle aime un homme, elle se fiche de ses origines. Ça se passera pas bien pour des raisons. D'abord, elle n'est pas faite pour être une grande bourgeoise. Elle a besoin d'être sur scène et puis elle aura une fausse couche. Donc forcément, oui, voilà. Mais c'est pas grave. Elle les aidera, la famille de Jean-Léon Lévy. Elle les aidera à fuir la France pour échapper, suite aux lois infâmes de 1940, pour échapper à la déportation. Voilà. Ça aussi, la fidélité chez Joséphine Et Baker. c'est ce courage-là que l'État veut aussi saluer en le faisant entrer au Panthéon. Comment va se dérouler la cérémonie le 30 novembre, Églantine ? Selon la présidence, ce sera une cérémonie très solennelle sur la façade du Panthéon. Une projection vidéo retracera les grandes étapes de la vie de Joséphine Baker. Un proche du chef de l'État nous a confirmé que la famille souhaitait qu'on entende le plus possible la voix de l'artiste. Il y aura aussi un discours du président ou encore des lectures de textes écrits par l'artiste et lus par sa famille. Et c'est le symbole qui entre en fait au Panthéon parce que le corps de Joséphine Baker continuera de reposer à Monaco. Et oui, le cercueil de Joséphine Baker sera un cénotaphe. C'est un tombeau vide élevé à la mémoire d'un mort. Une décision de la part de sa famille. Le cénotaphe se trouvera dans le caveau 13, à côté de l'écrivain Maurice Genevoix, qui est rentré au Panthéon il y a un peu plus d'un an. Voilà, Brian Bouillon-Baker, la patrie lui sera reconnaissante le 30. Elle ne l'a pas toujours été. Le château d'Émilandes, où vous avez vécu un véritable bonheur avec vos frères et sœurs de toutes couleurs, lui a été arraché et vendu aux enchères. Vous en avez un souvenir, j'imagine, très amer. Oui, d'ailleurs, ça reste une grande blessure pour la famille. Et ça l'a été surtout pour ma mère. Ça a été une tragédie pour elle. Mais malgré tout, elle a remonté, c'était une énergie, elle a remonté la pente. Avec l'aide d'abord de Brigitte Bardot, ensuite de Jean-Claude Brialy, et aussi et surtout de la princesse Grâce de Monaco. Laurent Kupferman, j'imagine que ce souvenir ravivé aujourd'hui va être encore plus lumineux le 30 et à partir du 30. Oui, je crois que vous avez dans un moment, Paul Amar, où chacun se replie sur son identité, quelle qu'elle soit, son orientation sexuelle, ses origines, ses opinions religieuses ou areligieuses. C'est important d'avoir une personne majeure comme historique, comme Joséphine Baker, pour se rassembler dans ce qu'on appelle dans un pays la nation, et plus largement, et là on est dans le message de Joséphine Baker, pour notre appartenance au genre humain. Merci beaucoup, Brian Bouillon-Baker. Merci, Laurent Kupferman, pour cette présence et ce témoignage, et surtout pour votre initiative. Et je rappelle, alors je vais faire du teasing, en fait, de la publicité pour France 2. Je rappelle l'annonce que vous venez de faire. Regardez Laurent Delahousse, samedi, je crois. Le 13-15. Le 13-15, dans ce portrait croisé, Joséphine Baker et Coco, dite Chanel. À tout de suite. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir sur le plateau de RCJ. Abdoulaye Kanté, si vous m'entendez, bonjour. Voilà, vous êtes en liaison avec nous et vous allez faire comme Brian Bouillon-Baker. Vous allez essayer aussi de retrouver votre voix. Vous êtes en train de vous connecter. Je vais vous faire l'une et l'autre une proposition. Oui. Je vous demanderai de faire comme si les auditeurs ne vous connaissaient pas du tout. D'accord. Voilà, ils ne vous connaissent pas. D'accord. Vous apparaissez, vous venez de nulle part et vous vous présentez. Alors, Rachel Kahn, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Rachel Kahn, j'ai 45 ans, je suis auteure, mais aussi j'ai une formation de juriste. J'étais ancienne sportive de haut niveau. J'ai été aussi conseillère politique, notamment dans le domaine de la culture. Et puis, je suis éditorialiste. Je fais parfois quelques billets d'humeur sur RCJ. Merci. Abdoulaye Kanté, vous nous entendez ? Bon, la connexion me paraît difficile. Abdoulaye Kanté, vous nous entendez ? Voilà. Oui, je vous entends. Ah bah super, moi je vous vois
Et je vous entends. Alors, je vous pose la même question. Vous n'avez peut-être pas entendu la question que j'ai posée au tout début. Faites comme si, alors Rachel Kahn vient de le faire, faites comme si les auditeurs de RCJ ne vous connaissaient pas du tout. Je vous demanderai de vous présenter. Bonjour à tous, déjà à tous les auditeurs de la radio RCJ. Je m'appelle Abdoulaye Kanté. Je suis policier depuis plus de 20 ans. J'ai 43 ans. Et donc notamment aussi, j'ai beaucoup exercé en police secours et ensuite en police judiciaire. J'étais notamment aussi sur les attentats de 2015 et de temps en temps, je vais dans les médias et à la fois sur les réseaux sociaux où on va dire je suis le plus vu. Et donc voilà, et un livre à paraître bientôt, donc policier, enfant de la République. Voilà, que j'ai cité au tout début d'émission, comme j'ai cité le livre de Rachel Kahn, un essai très remarqué qui a obtenu un grand succès, Racé. C'est très intéressant ce que vous venez de faire, l'une et l'autre. Très intéressant. Évidemment, tout ce que vous avez dit, je le connaissais déjà parce que je vous ai googlisé et j'ai étudié votre parcours. Mais vous n'avez présenté l'une et l'autre que votre parcours professionnel. Vous avez donné votre âge et votre parcours professionnel. À aucun moment, donc vous, Rachel Kahn, auteur, juriste, je le savais, vous, Abdoulaye Kanté, policier, à aucun moment, vous n'avez fait état de votre origine, je devrais dire de vos origines, qui peuvent être multiples, de la couleur de votre peau, de votre religion, à supposer que vous en ayez une, de votre croyance ou pas, à aucun moment. Rachel Kahn. Enfant de la République. C'est pour ça. On est français avec Abdoulaye, donc forcément, le peuple français est un peuple politique et non pas un peuple ethnique et non pas un peuple religieux. Et c'est pour ça, je crois aussi qu'on se retrouve, on est camarades avec Abdoulaye, on est sur des batailles communes, on se retrouve et surtout, en fait, on est existentialiste. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a la possibilité de vivre. Moi, mes origines, elles sont multiples, vous l'avez dit. Je me qualifie souvent d'afro-yiddish. Voilà, Tourangelle afro-yiddish. Tourangelle afro-yiddish, voilà, d'origine polonaise, sénégalaise, gambienne et donc éperdument française. Abdoulaye Kanté. Je pense qu'effectivement, Rachel, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect, parce que je pense qu'effectivement, elle représente, on va dire, je dirais pas à elle seule, mais bon, je pense que beaucoup représentent, on va dire, ce qu'on appelle la réconciliation avec cette France qui peut paraître des fois déchirée, qui peut aussi être sur des malentendus, montrer une forme de division. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, comme vous l'avez dit si bien, mon cher Paul Amar, c'est que quand on s'est présenté, nous n'avons pas fait état de notre couleur de peau, de notre origine. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même important parce que vous savez, je l'ai dit par ailleurs, un prénom ou une origine ne fait pas la compétence d'un homme. Qu'est-ce qui fait la valeur de cette France qui nous est si chère, qui nous unit aujourd'hui? C'est notre République. C'est ce qui fait que nous avons possibilité d'être tous ensemble. L'égalité, effectivement, il faut se battre pour l'obtenir, pour lutter contre la discrimination. Mais est-ce que cela devra se faire en faisant d'autres discriminations? Je ne pense pas. Un discours nuancé, apaisé, je pense, est nécessaire aujourd'hui. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, effectivement, vous ne pouvez pas dire à celui que vous serrez la main hier et lui dire qu'aujourd'hui, je ne te serre pas la main parce que je veux que tu payes pour ce qui s'est passé d'antan. Je ne crois pas. Vous venez de prononcer un mot important, apaisé. Donc, à vous entendre, on voit bien que vous avez l'identité française tout à fait épanouie et apaisée. Et vous allez dans le sens de Renan qui écrivait « Une nation est une âme ». Deux choses la constituent, le passé et le présent. Le passé est fait de souvenirs communs. Le présent, c'est le désir de vivre ensemble. Donc, ce qui vous caractérise l'une et l'autre, c'est que vous avez un passé familial différent. Bien sûr. Mais vous avez un présent commun. Et avec ce désir de vivre ensemble, c'est ce qui caractérise effectivement la République qui vous est si chère. Rachel ? La réparation. C'est ce qu'on doit faire, à mon sens, lorsqu'on est un citoyen, une citoyenne responsable et on essaie justement d'être éclairé pour être encore plus responsable pour se réparer et offrir aussi aux jeunes générations cette réparation, cette égalité, transmettre notre patrimoine, enfin transmettre ce qu'était Joséphine, c'est éperdument nécessaire aujourd'hui dans cette réconciliation, dans cette réparation pour aller s'émanciper. Et surtout, c'est toujours aussi en tant que citoyen français, on a cette chance de pouvoir se dépasser dans nos métiers, de pouvoir se dépasser dans notre écriture, d'être libre de dire des choses et d'être libre d'aller vers un autre citoyen qui ne nous ressemble pas. Abdoulaye ? Je pense qu'effectivement, il y a une réalité aussi qui est à prendre en compte, c'est que il y a forcément des difficultés parce que quand on parle de la discrimination, etc., donc ça existe. Mais je pense qu'il y a aussi, il faut comprendre que
on n'est pas condamné à l'échec. Je pense qu'il est nécessaire de mettre en avant des personnes qui partent de loin et peuvent réussir. Ceux qui peuvent réussir, quand même, c'est ce qui est vraiment pour moi glorifiant. Parce que je pense que, comme l'a dit Rachel, de la réconciliation, surtout notamment avec cette jeunesse qui est en quête d'apprentissage, qui doit connaître l'histoire des peuples. C'est quand même très important parce que quand on ne connaît pas l'histoire des peuples, elle est souvent contée par des personnes qui ne la connaissent pas et qui vous induisent en erreur. Et je pense que ce qui fait la beauté de notre pays, donc la France, cette République, c'est qu'il y a une multitude de cultures qui sont là, mais qui demandent juste à être connues, mais qui ait un sens commun, un socle commun qui est notre République. Et je pense que cet universalisme, et je pense que comme comment je pourrais dire, cette Joséphine Baker, qui est un peu ce symbole de cet universalisme qui, de son parcours, montre que oui, effectivement, à la fin, on peut se retrouver tous sur un sens commun. Et ce désir est manifesté par de nombreux étrangers qui choisissent la France. Par amour aussi pour la France et qui l'expriment lors d'une cérémonie souvent émouvante, Didier Caramallo. Absolument, c'est ce qu'on pourrait appeler, Paul, un rite républicain. Cette cérémonie est organisée par le préfet et à Paris par le préfet de police. Les députés et les sénateurs du département sont généralement invités. L'organisation peut également être confiée au maire après l'autorisation du préfet. Cette cérémonie, donc, officiellement baptisée cérémonie d'accueil dans la nationalité française, est vouée à célébrer le fait que l'acquisition de la nationalité française est l'ultime étape dans l'intégration républicaine. Une intégration très souvent faite dans la joie et l'émotion. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Irina Zidaraoui, une Roumaine depuis 10 ans en France, interrogée par nos confrères de Grand Lille TV le jour de cette cérémonie. Ça rend officiel un papier et c'est beaucoup plus... chaleureux. Oui, c'est plus chaleureux et on se sent vraiment accueilli. Ce n'est pas juste envoyé par la poste. On sent qu'on est vraiment invité en France. On est vraiment... On veut de nous, donc ça me fait plaisir. Et alors, comment se déroule très concrètement la cérémonie, Didier ? C'est donc généralement le préfet qui mène cette cérémonie, parfois le maire. Une cérémonie pendant laquelle un film sur la citoyenneté française est projeté, un discours rappelant les valeurs de la République est prononcé, enfin un livret d'accueil, aboutissement de plusieurs mois de patience et d'envie est remis aux nouveaux citoyens français. Une scénographie républicaine, solennelle donc, qui marque un moment très important dans la vie de ces nouveaux Français, comme nous l'explique Marie-Josée Kivouvou. Elle est arrivée en France en 2008 et elle témoignait sa reconnaissance en 2018, toujours au micro de nos confrères. C'est vraiment une belle cérémonie pour nous puisque c'est un acte fondamental et l'aboutissement d'un parcours réussi d'intégration française. C'est important d'avoir cette cérémonie, comme ça nous avions compris que nous sommes vraiment bien accueillis en France. C'est un moment très fort également pour les représentants de la République. Écoutons maintenant Anne-Gaëlle Baudouin-Claire, préfète de la Dordogne, au micro de France 3. Moi, je dois dire que j'ai l'habitude de remettre ces décrets et à chaque fois, je me fais cueillir par cette émotion, cette sincérité, cet amour de la France qui m'est toujours exprimé. Pour signifier l'importance de ce rite républicain, en mars 2019, Emmanuel Macron et le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, avaient tous deux présidé au Panthéon une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Merci Didier. Comment expliquer ce contraste entre cet acte d'amour voulu par ces étrangers qui choisissent la France et la tension qui imprime aujourd'hui le débat sur la citoyenneté, sur l'identité. Rachel. Alors, comment l'expliquer ? Il y a plusieurs facteurs et notamment ce qui nous arrive malheureusement des États-Unis, c'est-à-dire ce rapport en fait à la race pure, malheureusement, cette volonté de rejouer des névroses ségrégationnistes qu'on appelle aujourd'hui les woke, c'est un dogme en fait qui arrive ici et qui fait que on va apprendre aux plus jeunes que vous êtes des victimes, vous avez été des victimes pendant des siècles et des siècles et qu'aujourd'hui il va falloir se venger. Dans ces idéologies-là, aucune réparation n'est possible, non seulement des réparations personnelles, c'est-à-dire que les petits se construisent avec une haine, une violence en eux et ensuite ils ont un sentiment de ne plus être français et que le blanc, qui est devenu le nouveau bouc émissaire, il va falloir se venger contre lui. Ça, c'est absolument terrifiant et c'est pour ça que je parlais justement de cette jeunesse qu'il faut impérativement
à qui il faut continuer de parler et de transmettre. Alors, vous avez cité le wokisme ou le woke, on avait l'intention d'en parler dans la troisième partie. Ah, pardon. Non, pas du tout. Avec Catherine Cockry-Vidrovitch, qui est historienne, qui a écrit un livre, Le choix de l'Afrique. Donc, je vais faire une proposition. Ils vont s'affoler en régie, Daniel et Rudy, qui sont là derrière la vitre. Donc, comme souvent, la pub nous contraint. Donc, je vais faire la proposition, pendant que Abdoulaye va parler de cette cérémonie d'adhésion à la France, de faire entrer... d'anticiper, de faire entrer Catherine Cockry-Vidrovitch sur le plateau de cette émission, RCJ. Voilà, attendez qu'on vous donne au moins une chaise, parce que vous n'êtes pas resté debout, parce qu'elle est derrière un panneau de RCJ. Donc voilà, de la faire entrer. Merci beaucoup. Et pour parler du wokisme dans un instant, et donc on le fera, mais en attendant que vous vous installiez tranquillement, confortablement, chère Catherine, voilà, votre sentiment, Abdoulaye, sur cette cérémonie dont vient de parler de Didier Caramallo, si émouvante d'adhésion aux valeurs françaises, on pourrait qualifier aussi de valeurs universelles. Abdoulaye ? C'est quelque chose quand même, c'est l'émotion. Hein. Je pense que quand vous voyez ces personnes, vous entendez ces personnes justement se dire que voilà, se sentent pleinement français et qu'il y ait cette cérémonie. Donc ça veut dire que on leur montre quand même cette adhésion qui vraiment ils peuvent partir de cette République qui nous est si chère, et que quand on voit les récits, quand on entend, c'est quelque chose quand même qui doit parler aussi, te dire que oui, effectivement, vous êtes français, vous êtes un enfant de la République, vous êtes un acteur ou une actrice de ce beau pays justement qui peut nous permettre aussi à s'émanciper, à évoluer, on va dire socialement, plein de bonnes choses. Après, effectivement, je pense que c'est par ces messages d'adhésion, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce message républicain, qui est malheureusement mal méconnu des fois dans certains quartiers, méconnu aussi par certaines personnes, c'est pour cela qu'il faut encore plus le faire appuyer, de se dire que oui, voilà, quand vous êtes un enfant de la République, vous adhérez à des valeurs qui nous ont si chères à nous tous. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et ces discours qui viennent d'outre-Atlantique, je pense qu'effectivement, ils sont dangereux parce que nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas la même histoire, sauf peut-être une histoire commune sur l'esclavagisme. Mais je pense que de ce côté-là, nous avons devoir de penser nos plaies et que nous n'avons pas besoin d'une autre culture pour pouvoir réouvrir ces plaies. Il n'est pas nécessaire de cela, et je pense qu'effectivement, par des messages ou bien par des personnes comme Rachel Kahn, à travers des écrits, à travers des paroles, à travers des propos, ou d'autres personnes doivent influer sur envoyer ce message républicain qui nous est si cher à tous. Et pour revenir aussi à la cérémonie de naturalisation, c'est quelque chose aussi qui pour moi me touche beaucoup, parce que malheureusement j'ai mes parents, ça va faire plus de 47 ans qu'ils sont en France et qui n'ont pas encore eu cette chance, mais j'espère avant qu'ils ne soient plus de ce monde, qu'ils auront ce précieux sésame. Alors ça veut dire, Abdoulaye, pardon, mais que vous êtes né français, puisque vous êtes né sur le sol français, mais que vos parents ne le sont pas? Ils ne le sont pas, malheureusement, donc ils ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, c'est un combat, parce que ceux qui pensent qu'il est très facile d'acquérir la nationalité française se trompent, hein, parce que c'est quelque chose vraiment, c'est un parcours du combattant. Donc évidemment, il y a eu des dispositions qui ont été mises en place pour essayer de réduire le temps d'obtention, mais c'est quand même un parcours combattant, et pourtant, voilà, moi je suis né en France, j'ai vécu 13 ans en Afrique, mais je suis revenu à l'âge de 15 ans, mais voilà, je suis pleinement français, et je pense l'avoir prouvé, et c'est quelque chose qui est important, et j'espère pouvoir offrir cela à mes parents qui ont travaillé en France et qui se sont mariés en France et qui m'ont inculqué aussi des valeurs républicaines, malgré le fait qu'ils ont aussi la culture africaine. Catherine, reste avec nous, Abdoulaye, évidemment, jusqu'à la fin de l'émission. Catherine Cockry-Vidrovitch, merci de nous avoir rejoints, d'avoir anticipé cette séquence qui devait être la vôtre. Alors vous, qui connaissez très bien les 3 continents, l'Europe, où vous vivez, la France, l'Afrique, vous avez dédié votre œuvre et votre vie à l'Afrique, et les États-Unis, où vous avez enseigné. Alors, que pensez-vous de cette justement comparaison entre les 2 cultures, les 2 pays, et de ce wokisme que Laurence va définir dans un instant? C'est à la fois très similaire dans les influences réciproques et très différent, parce que les États-Unis ont vécu vraiment et continuent à vivre une rupture fondamentale due à leur histoire de l'esclavage, le fait que les Noirs américains, les Africains-Américains, ont été exclus de la société pendant des siècles, et n'ont pas été considérés comme des citoyens très tardivement, puisque la loi d'égalité, c'est
63, pardon. C'est donc il n'y a pas longtemps. Et ceci fait que le racisme anti-noir est quelque chose d'ancré profondément dans l'histoire américaine. Tout à fait. Et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tout à fait. Je dirais ni les Blancs, bien entendu, ni les Africaines-Américaines non plus, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Alors, en France, on est réputé pour... théoriquement, ne pas avoir eu de racisme anti-noir, ce qui est parfaitement faux, parce que l'esclavage, qui est devenu un esclavage noir à partir du XVIe siècle, avant, les esclaves étaient de toutes les couleurs dans le monde. Ils ont continué à être de toutes les couleurs dans le monde, sauf dans l'Atlantique. La traite atlantique a été une traite qui est devenue une traite noire complètement à partir de la fin du XVIe siècle, XVIIe, mais au XVIIIe siècle, nègre était synonyme de esclave noir. Donc l'histoire de l'esclavage français ou des autres puissances coloniales européennes, elle repose en partie sur la même histoire que les États-Unis, mais de façon un petit peu différente, disons. Et en tout cas, en ce qui concerne les États-Unis, cela explique en partie l'ampleur de ce mouvement nommé wokisme, importé en France, définition nécessaire avant d'en reparler. Laurence Goldman. Alors, il s'agit en fait d'un mot anglais. Woke veut dire éveillé. Être woke signifie être activement attentif à d'importants faits ou problèmes, notamment les questions raciales et l'égalité sociale. À l'origine, son sens est donc positif. Il désignait les discriminations à l'encontre des Noirs américains, mais au fil des années, il a progressivement été employé aux États-Unis pour dénigrer la gauche, les progressistes ou encore les militants en faveur de l'égalité des droits. Il a donc été vidé de son sens initial. Le passage du mot woke dans le langage courant est d'ailleurs apparu avec la montée en puissance de nouvelles formes de militantisme comme Black Lives Matter aux États-Unis et la montée en visibilité de divers concepts comme le privilège blanc, l'appropriation culturelle ou l'intersectionnalité. L'intersectionnalité désigne, rappelons-le, la situation de personnes qui subissent plusieurs formes de discrimination, par exemple une femme qui serait noire et qui serait en plus homosexuelle. Et ce terme s'est peu à peu imposé en France. Oui, en France, ce sont les médias qui, les premiers en 2018, reprennent ce terme venu de l'autre côté de l'Atlantique. Le journal Le Monde publie ainsi un article intitulé « Ne soyez plus cool, soyez woke ». Mais c'est surtout à partir de 2021 que le recours à ce terme explose, notamment sur les réseaux sociaux, selon une étude de France Info. Il est vite repris par la classe politique, surtout à droite, pour la condamner. Éric Zemmour, par exemple, évoque les dangers du wokisme. Une tribune publiée dans le Figaro appelle à défendre le modèle républicain face au wokisme. Et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lui-même s'en empare en lançant le 13 octobre dernier un observatoire républicain chargé de lutter contre le wokisme et contre la cancel culture. Donc c'est un vrai débat qui fait irruption d'ailleurs dans la campagne électorale pour avoir animé le 14 novembre dernier un débat lors de la convention du CRIF sur l'universel et l'identité ou les identités, en présence d'Alain Finkielkraut et de Manuel Valls et de Francis Khalifa, bien sûr, le président du CRIF. Je me suis rendu compte à quel point ce débat était important, puisque Finkielkraut n'a cessé de parler, pour le dénoncer d'ailleurs, du wokisme. Donc on va nous aussi en parler, on va savoir, après cette pause pub, là qui n'est pas contraignante mais souhaitée, si vous êtes woke, awake, éveillé, ou alors par opposition endormi, en tout cas nous on ne l'est pas. À tout de suite. On reprend ce débat sur l'identité française qui s'est cristallisé sur ce mot, ce terme, wokisme, et sur ce mouvement. Alors, Rachel Kahn et Abdoulaye Kanté en ont parlé, et vous-même, qui êtes historienne, Catherine Kokry-Vidrovitch, comment vous situez-vous par rapport à ce mouvement ? En qualité d'historienne, justement, ça me surprend beaucoup, parce que je sais en historienne que, en histoire, tout est toujours très complexe. Et quand je vois deux camps opposés, l'un qui se dit universaliste, mais l'autre aussi est universaliste, bien entendu, on est tous universalistes, et l'autre qui dit non,
nous rejetons complètement au nom d'un certain misérabilisme aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Mais non, les deux ont raison et les deux ont tort. Ils ont tort de s'agresser de cette façon et ils ont raison de penser effectivement un certain nombre de choses. Et pourquoi ne pas dialoguer, discuter et se mettre ensemble pour essayer de trouver un langage commun? Vous avez employé un terme agressé, mais est-il possible de dialoguer avec les partisans d'un mouvement qui ont une posture très, alors pour le coup, agressive, très tendue? Oui, bien sûr qu'ils sont agressifs. Ils sont agressifs, mais les intellectuels français dits universalistes qui signent des pétitions très violentes qu'ils publient dans Le Monde ou ailleurs, ils sont aussi agressifs. Ils sont tous agressifs. Et c'est ça qui, tant qu'ils sont tous agressifs, on pourra rien en sortir. Ça me fait penser, vous savez, alors moi, c'est un des avantages d'avoir un âge avancé, à la veille de l'élection de François Mitterrand, en avril 1982, il y avait une circulaire signée par le directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, diffusée à l'ensemble de tous les postes diplomatiques, de tous les ministères, etc., une centaine de pages, qui s'était intitulée l'anti-impérialisme dans l'université française. Et l'anti-impérialisme, c'était l'horreur. Enfin, pourquoi? Parce que le mot impérialisme avait été utilisé quelques années, un certain nombre d'années auparavant par les communistes, les marxistes, etc. Donc c'était l'horreur. Alors, au nom de l'anti-impérialisme dans les universités, il y avait une liste maccarthiste de tous les universitaires qu'il fallait surveiller, interdire les publications. J'y étais bien sûr, mais j'étais une petite chose à l'époque. Et c'est devenu l'islamo-gauchisme, puis l'islamo-gauchisme est devenu le wokisme. Le woke, c'est la même chose, c'est le refus d'entendre les autres. Et c'est ça qui me paraît, c'est ça que mon histoire m'a appris justement à faire l'effort toujours d'entendre les autres parce qu'ils sont aussi importants que moi, aussi importants que moi. J'ai grandi dans une famille extrêmement mélangée avec des gens avec des gens. Mon papa, ma maman, de différentes couleurs, avec des religions extrêmement différentes, puisque mon père est animiste, mais aussi avec une famille musulmane, et de l'autre côté, ma mère venue de Pologne, juive, cachée pendant la guerre, mes grands-parents déportés, de l'autre côté en Afrique, des conditions de vie extrêmement difficile, et j'ai vécu moi dans cet universalisme à la française, et pour moi on a appris toujours à écouter les autres, toujours dans notre famille, parce qu'on était toujours l'autre de quelqu'un. Ce qui s'oppose aujourd'hui, c'est pas les universalistes contre les woke. Ce qui s'oppose aujourd'hui, c'est deux camps extrêmes. C'est les woke contre les extrémistes de droite. Oui. Et donc, je reprécise parce que c'est extrêmement important, la majorité universelle citoyenne qui aime cette France, qui veut se battre contre l'antisémitisme, qui veut se battre contre le racisme et contre toutes les formes de xénophobie et contre tous les motifs de discrimination, elle est dégoûtée en fait, et elle en a marre parce que ce genre de choses, à la fois évidemment l'extrême droite qu'il faut combattre, mais le wokisme pollue nos combats républicains. Alors, j'ai eu une enfance beaucoup plus lointaine que la vôtre, mais justement avec une expérience française qui m'a fait réfléchir pratiquement dès ma naissance, puisque j'étais consciente au début de la guerre et j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale de 4 ans à 9 ans, en étant d'une famille juive, complètement assimilée, depuis 2 générations, aucune croyance d'aucune sorte. Et d'ailleurs, il y a 2 générations peut-être. Vos parents ne vous disaient pas que vous étiez juive. Absolument pas. S'il n'y avait pas eu la guerre, je n'aurais probablement extrêmement peu su. Mais là, je l'ai su très fort, puisque nous n'étions pas déclarés, donc nous étions clandestins, donc j'ai connu la clandestinité. C'est-à-dire, effectivement, avoir d'autres noms, se conduire complètement normalement, tout en faisant comme si on était une autre. Et ça, j'étais très consciente et je m'en souviens très bien. Et ça m'a donné... Il n'y a eu aucun misérabilisme parce que ma mère, qui s'est retrouvée toute seule, tout le monde avait disparu, qui nous a sauvés, puisqu'elle était extrêmement, elle s'est révélée extrêmement énergique, nous enseignait, nous avons raison. Et il n'y a que vous, à l'intérieur de la famille, parce que c'était très restreint, puisqu'on était clandestins, qui savez ce qui est bien et mal.
C'est certainement pas Pétain qui va vous le dire. Et par conséquent, vous êtes responsable de vous-même et vous êtes responsable d'une société qui était à l'époque une guerre civile. Moi, je l'ai vécu en guerre civile, on ne le dit pas assez, mais c'était vraiment une guerre civile. Et ça, je pense qu'il faut l'enseigner dans l'histoire comme c'était, parce que ça m'a donné... Ensuite, j'ai réfléchi pour savoir mais pourquoi est-ce que j'ai choisi pour travailler sur l'histoire africaine subsaharienne. J'ai absolument aucune attache, je savais à peine où c'était, si je puis dire, quand j'étais jeune, et personne n'y avait vécu, etc. Mais j'ai connu, d'une certaine façon, la même genre d'expérience, être considérée comme étrangère dans son propre pays. Les Africains ont été colonisés, ils ont été occupés. Alors quand je disais ça, y compris à mes collègues français, occupés, ah mais non, l'occupation c'est l'occupation nazie pour la France. Je disais non, l'occupation c'est quand un pouvoir étranger s'impose dans un pays. Il y a eu beaucoup d'occupations dans l'histoire. Voilà, avant de donner la parole à Laurence Abdoulaye Kanté, j'imagine que vous écoutez et Rachel et Catherine, vous-même, le seul fait, vous nous l'avez appris tout à l'heure, que vos parents ne soient pas encore devenus français, aurait pu vous inciter à adhérer à ce wokisme. Vous avez choisi une autre posture. Ouais, parce qu'effectivement, ces termes wokisme, islamo-gauchisme et tout ça, etc., si vous voulez, ce sont des termes qui vraiment viennent d'une frange, on va dire, d'une France morcelée, qui est certain qui voudrait que cette France soit morcelée. Et moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. J'écoutais attentivement votre historienne et je suis content qu'elle ait pu, on va dire, apprendre, on va dire, enseigner concernant l'Afrique subsaharienne, parce que c'est une grande histoire. Mais je crois qu'effectivement, le but est aussi d'expliquer à ces futures générations, parce que moi, j'attache toujours une très très grande importance à notre jeunesse, parce que le but, effectivement, c'est qu'il faut apprendre l'histoire, il faut connaître l'histoire, mais aussi, je pense qu'il est nécessaire aussi de faire en sorte de ne plus reproduire ces blessures qu'on a connues, en fait. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, ces franges qui nous envoient un espèce de discours identitaire de part et d'autre, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui justement nous mettent dans cette espèce de tenaille identitaire. Et il y a des personnes qui, eux, sont pas dans cette posture-là, dans cette posture victimaire, dans cette posture où se dire, ben voilà, il faut faire payer à tous ceux qui nous ont fait souffrir. Je ne suis pas dans ça. Pour combattre les discriminations, le racisme, toutes ces choses qui nous font mal dans notre société, il est nécessaire aussi de ne plus les renouveler, et surtout à nos enfants, parce que aujourd'hui les discours que l'on entend, si vous voulez, ce sont les enfants qui l'entendent. Et après, dans les écoles, ça pose un gros problème de pédagogie. Pourquoi le ministre Blanquer arrive justement à mettre des notes, à envoyer des instructions auprès des écoles pour essayer de faire parvenir le discours républicain? L'histoire est importante. L'histoire est importante. Il ne faut pas la falsifier. Mais pour autant, il faut aussi comprendre aussi que l'histoire, on évolue, on avance. Quand aussi ils disent les wokismes, donc ils disent être éveillés, mais il faut qu'ils soient éveillés dans le bon sens, dans le sens où on se dit que oui, ça existait, mais pour autant, les choses ont évolué de manière positive. C'est-à-dire que on vient de d'autres horizons. Moi, je suis, entre parenthèses, noir. J'aime pas ce terme. Je suis noir. Mon épiderme, elle est comme ça. La personne, elle est blanche. Oui, avant, on ne pouvait pas se supporter. Oui, avant, ils nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés, mais aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir à la même table et on peut échanger nos discours. Et pourtant, c'était pas possible avant. Et il est important de le diffuser. Laurence. Oui, moi j'aurais une question pour Madame Kokry-Vidrovitch. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites? Il ne faut pas nier, il ne faut pas effacer les différences et les identités de chacun d'entre nous. Et c'est cette multiplicité d'identités finalement qui va former un tout qui serait la République universelle. Je pose aussi la question à Rachel en fait. Bien sûr, la République universelle... Universaliste. Universaliste, oui, universaliste, pardon. Oui, bien sûr, on vit dedans, on y croit et on le ressent comme tel. Et tout ce qui lutte contre cet universalisme pluriel, c'est ça, c'est pas un universalisme occidental, c'est pas un universalisme blanc. Et je pense que nos intellectuels anti-woke confondent l'universel du XVIIIe siècle, qui était effectivement un universel du siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, c'était en Europe occidentale. Et aujourd'hui, c'est très différent. L'universel est multiple. Il n'empêche qu'il est universel pour un certain nombre de choses, et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qui est très important, c'est pour ça qu'il faut qu'on discute, qu'on se rencontre et qu'on comprenne en quoi on n'est pas d'accord, mais on ne doit pas rejeter tous les autres sous prétexte que l'universel se trouve en France.
Rachel? Le rejet, une nouvelle fois, hein, quand on s'appelle et quand on se désigne éveillé, c'est quand même une sacrée arrogance. C'est l'arrogance de ceux qui ont raison. Et vous savez, madame, ce sont des personnes qui, moi, personnellement, m'ont traité, et Abdoulaye Kanté, de banania. Tout simplement parce que ma parole est libre et tout simplement parce que j'ai un nom et un prénom. C'est-à-dire que ce sont aussi des gens qui se disent éveillés, mais qui rejouent ces névroses ségrégationnistes, qui vous demandent de vous taire, qui vous demandent de ne pas écrire de livres, qui vous demandent de ne pas avoir votre propre pensée et qui finalement vous remettent dans une situation d'esclavage où vous n'avez pas le droit à la liberté, à l'égalité, à la justice et à vous émanciper. C'est ça le réel problème. Lorsqu'on vit en France, avec ce socle commun de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est ce qu'a choisi Joséphine Baker. Après, on peut être, effectivement, nous sommes un peuple de l'universalité. Et là, l'universalité, c'est pas une opinion de penser. L'universalité, c'est un fait, surtout à l'heure de la mondialisation et des différents variants internationaux qui nous touchent. Donc voilà, moi, c'est juste rappeler que nous sommes un peuple universel et que l'on doit se construire en responsabilité par rapport à ces universalités. Merci beaucoup. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense exactement le contraire. Seulement, ce que je dis simplement, c'est que autant les woke sont insupportables, autant les universalistes extrêmes sont aussi insupportables et écrivent des choses absolument épouvantables sur les autres. Donc, je les renvoie un peu dos à dos. Merci, mesdames. Merci, Abdoulaye Kanté. Merci. Je rappelle les titres de votre livre écrit, déjà et publié, Le choix de l'Afrique, pour Catherine Kokry-Vidrovitch, écrit et publié pour vous, Rachel Kahn, Racé, et livre à paraître en janvier. Policier, vous l'êtes, Abdoulaye Kanté, et enfant de la République, vous l'êtes tous. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci à vous. Et on va terminer avec notre jeune dessinatrice qui l'est pour RCJ et pour Charlie Hebdo, Grimbe, qui nous propose un dessin évidemment lié à une actualité très tragique cette semaine. Grimbe? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement. Le titre du dessin d'aujourd'hui, c'est Nouvel accord de pêche entre la France et l'Angleterre. Et on y voit un pêcheur sur un bateau qui a attrapé au bout de sa canne à pêche un migrant noyé. Voilà. Donc on a appris très récemment la mort de 27 migrants qui avaient tenté de traverser la Manche et de nouveaux conflits éclatent entre la France et le Royaume-Uni, Boris Johnson souhaitant renvoyer ces migrants à la France. Voilà. Donc un conflit plus dramatique que celui des bateaux de pêche. Voilà, dessin extrêmement fort de la part d'une jeune dessinatrice vraiment très très jeune, je ne vais pas dire son âge parce qu'elle est sous protection, puisqu'elle travaille aussi pour Charlie Hebdo, très très fort. Et d'ailleurs, vous êtes dans une cohérence, Grimbe, parce que la semaine dernière, vous nous proposiez un dessin où déjà les migrants étaient les otages, tout simplement, d'une guerre diplomatique entre une dictature et l'Ukraine, la Biélorussie. Et là, on n'est pas au même endroit, on est dans un conflit entre deux démocraties qui sont, bien qu'elles soient démocraties, démunies face à ce problème tragique et le problème de la migration et des migrants. Merci beaucoup, Grimbe. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette émission sur l'identité française. Rudy Saada, avec son équipe, vous présentera les nouvelles et les infos tout au long de la semaine à 8h et à midi. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.